sommes ravis d'accueillir Mme Marie-Thérèse Chicha. Je vais lire un peu sa biographie. Alors, Mme Chicha est professeure titulaire à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal et titulaire de la chaire en relations ethniques de l'Université de Montréal. En raison de son engagement dans la lutte contre les discriminations et l'égalité des genres, elle a reçu le prix du gouverneur général du Canada en commémoration de l'affaire Personne. En 1995, Marie-Thérèse Chicha a présidé le comité d'experts mandaté par le gouvernement du Québec pour préparer la loi sur l'équité salariale. Entre 2001 et 2004, elle a été membre du groupe de travail fédéral mandaté par le ministre de la Justice du Canada pour proposer une nouvelle loi sur l'équité salariale au plan fédéral. Marie-Thérèse Chicha est l'auteure de plusieurs articles et ouvrages relatifs à l'intégration en emploi des immigrés, les programmes d'accès à l'égalité, l'équité salariale ainsi que la discrimination systémique. De 2004 à 2015, elle a agi comme experte en matière de politique d'égalité auprès du Bureau international du travail, soit une branche des Nations unies située à Genève. Elle a été invitée comme experte en matière d'égalité par divers gouvernements, l'Allemagne, la France, le Danemark, la Belgique, la Suède, le Maroc, le Royaume-Uni et les États-Unis, ainsi que dans le cadre du programme Equal de l'Union européenne au Portugal et en Ukraine. En 2015, Marie-Thérèse Chicha a fondé à l'Université de Montréal l'école d'été sur l'immigration, l'intégration et la diversité sur le marché du travail qui se tient annuellement depuis. La 5e édition se déroulera prochainement du 27 mai au 1er juin. Vous avez d'ailleurs un document pour vous informer sur le sujet. Alors, je vous remercie à tous et je cède maintenant la parole à Mme Thérèse Chicha. Alors, merci beaucoup, Mme Choquette et M. Campanile, de m'avoir invité à présenter une conférence sur la question de la requalification et de la réorientation professionnelle des immigrants. Alors, cette conférence, c'est le résultat de recherches que j'ai faites, que d'autres également ont faites. Est-ce que vous m'entendez bien? Et donc, c'est pas vraiment... moi, je suis plus chercheur, économiste, professeur à l'Université de Montréal. Donc, c'est pas vraiment une conférence qui va donner des pratiques, des conseils pratiques, etc., sur la réorientation ou la requalification professionnelle. Par contre, il y a moyen d'en tirer des enseignements à partir de l'expérience de beaucoup de personnes qui ont été interrogées dans le cadre des recherches qui ont été faites. Alors, je vais commencer par parler d'un sujet que vous devez vous demander quel est le lien avec la requalification ou la réorientation. C'est ce que j'appelle la déqualification professionnelle. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu cette expression. Pour amener plus tard, mais assez vite quand même, à la question de la réorientation et de la requalification professionnelle. Alors, tout d'abord, j'aime toujours présenter, en commençant l'étude d'un sujet, un genre de portrait statistique, même assez succinct, mais qui permet de se fixer les idées sur la situation du groupe dont on parle sur le marché du travail. Donc, je vais commencer par ça. Un portrait statistique de la déqualification des immigrants. Alors, ce sont des données récentes sur l'emploi des immigrants. Vous pouvez voir que j'ai comparé 2014, enfin, ce sont les données de l'Institut de la statistique du Québec qui comparent 2014 à 2018, donc les données les plus récentes qui sont disponibles. Et on voit quand même qu'il y a des améliorations, puisque ça, c'est vraiment, il s'agit des immigrants. Je différencie toujours femmes et hommes parce que les femmes et les hommes n'ont pas le même profil, n'ont pas les mêmes trajectoires, même si souvent on les regroupe ensemble. Donc, vous voyez qu'entre 2014 et 2018, le taux de chômage a quand même pas mal diminué, passant de 11,2 à 7,8 pour les hommes, et vous voyez les chiffres. Le taux d'activité a augmenté, donc il y a plus d'immigrants qui sont sur le marché du travail, ce qui est un bon signe également. Et le taux d'emploi, c'est-à-dire que le nombre de personnes immigrantes employées sur la possibilité sur toute la population qui est en âge de travailler, la population immigrante,
a également augmenté. Donc, on voit que les indicateurs sont quand même positifs durant cette période. Si on regarde maintenant un autre facteur, l'écart salarial, on voit également qu'il s'est amélioré. Enfin, ici c'est 2017, mais on peut voir que, en fait, la référence sont les hommes nés au Canada. En général, quand on parle d'écart salarial, on prend la référence comme le groupe qui est supposé le moins discriminé, donc les hommes qui ne sont pas immigrants dans ce cas. Alors, vous voyez, c'est pour ça qu'eux, c'est 100%. On peut voir que les femmes nées au Canada, c'est 89,2%, donc il y a quand même un écart salarial de près de 11%. Par contre, les femmes immigrantes qui sont arrivées depuis 5 ans au moins ont un écart salarial très important de 30%. Ensuite, avec la durée du séjour, l'écart salarial diminue tant pour les femmes que pour les hommes. Mais une chose qui frappe ici, je ne sais pas si vous constatez quand même une anomalie, disons, entre guillemets. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous voyez qui vous interpelle en particulier? Oui. C'est l'inverse dans la progression de diminution entre les hommes et les femmes. Du centre descendait à 99, tandis que... Oui. En fait, ce qui frappe, c'est que les femmes immigrantes, quelle que soit la durée de séjour au Canada, restent avec un écart quand même substantiel, qui est de près de 14%. Donc, vous voyez, donc ça, c'est vraiment le reflet de ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire le fait qu'elles soient en même temps immigrantes et femmes, qui fait qu'elles sont vraiment désavantagées par rapport à tous les autres groupes. Maintenant, c'est quand même intéressant pour certains. Mais ce qu'on constate, alors vous allez dire, le taux de chômage s'est amélioré, le taux d'activité également, etc. Donc, on est dans une bonne situation. Oui, mais si on regarde la surqualification, là, vous voyez que la surqualification, ça aussi, ce sont des données de l'ISQ, l'Institut de la statistique. Donc, pour les immigrants, c'est entre 2006 et 2017, le taux de surqualification a nettement augmenté. Vous voyez, donc ça, c'est quand même, surqualification, c'est le fait d'occuper un emploi qui exige des diplômes ou qui n'exige pas de diplôme du tout. Donc, il y a un écart entre le diplôme que l'immigrant détient et le diplôme qui est exigé par l'emploi qu'il occupe. Et vous voyez que la situation s'est vraiment détériorée entre 2006 et 2017. Donc, on a une diminution de taux de chômage, mais ça a l'air d'être au prix d'une moindre qualité de l'emploi, puisque la surqualification a augmenté. Donc, le taux de chômage, c'est un bon indicateur, mais ce n'est pas un indicateur qui, disons, suffisant, parce que le taux de chômage peut baisser aussi quand les personnes ont des emplois à temps partiel, alors qu'elles ne voudraient pas travailler à temps partiel. Donc, vous voyez un peu. Alors, ici aussi, ce qu'on constate, c'est que le taux de surqualification diminue avec la durée de séjour depuis la date d'arrivée, mais quand même, quand vous pensez que des personnes qui sont arrivées entre 5 et 10 ans en 2017 ont un taux de surqualification de 42,2%, c'est beaucoup, c'est énorme, en fait. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez me poser des questions ou si quelque chose n'est pas clair, de m'interrompre. Alors, qu'est-ce que c'est Alors, moi, j'appelle, en fait, la déqualification, en fait, est souvent très prononcée, surtout sur les immigrés universitaires. Elle est plus prononcée chez les femmes que chez les hommes. Alors, c'est quoi la déqualification? Je pense que c'est important de dire. Certains appellent surqualification, d'autres disent déclassement. On baisse de classe économique ou sociale. Et moi, j'appelle ça déqualification. Pourquoi j'appelle ça déqualification au lieu de surqualification? C'est parce qu'il y a un aspect dynamique, c'est-à-dire que si vous êtes surqualifié dans les 2-3 premières années de votre arrivée au Québec, disons que vous avez un diplôme universitaire, vous occupez un emploi de vendeur qui ne nécessite aucune formation ou presque, et donc vous êtes, disons, analyste financier. Vous arrivez ici, vous ne trouvez pas un emploi comme analyste financier, ni la deuxième année, ni la troisième année, ni la cinquième année. Bon, qu'est-ce qui arrive au bout de alors, vous travaillez comme vendeur
ou vendeuse dans une boutique, qu'est-ce qui arrive au bout de la 5e année? Bien, vos compétences se sont altérées avec le temps. Et d'autre part, votre CV, si vous mettez dans votre CV vendeur de 2012 à 2017, alors que vous cherchez un emploi d'analyste financier, vous avez encore moins de chances de l'obtenir que la première année quand vous êtes arrivé. Et donc, c'est pour ça que j'appelle ça déqualification, parce qu'il faut voir l'aspect dynamique dans ce concept. Donc, c'est l'impact de la durée qui fait qu'à un moment donné, ça devient irréversible. Et pourquoi on s'intéresse à la déqualification? D'une part, c'est une question de droit à l'égalité. Pourquoi est-ce que les diplômés universitaires immigrants auraient des emplois qui sont tellement déqualifiés par rapport à ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne sont pas immigrants? Donc, c'est une question. Et également, c'est une perte économique très importante puisque ces personnes viennent avec des diplômes. C'est leur pays d'origine qui a financé toutes leurs études. Donc, ça devrait être un gain pour le Québec. En réalité, on gaspille toutes ces dépenses et c'est une perte également pour la personne. Et il faut voir que quand ces personnes sont admises ici, c'est parce qu'elles ont reçu des points en vertu de la grille de sélection du Québec, la grille de sélection qui donne beaucoup de points à la formation. Et donc, il y a comme un contrat implicite entre le gouvernement du Québec et les immigrants que nous apprécions vos diplômes. Et c'est pour ça que nous vous recherchons. Donc, ils arrivent ici et ils voient que la réalité est tout à fait contraire. Donc, c'est comme une rupture de ce contrat implicite au départ. Alors, je vous donne quelques exemples de déqualification pour vous fixer un petit peu les idées. Ça, ce sont des personnes que j'avais interviewées dans le cadre d'une recherche que j'ai faite. Le chiffre indique la durée le nombre d'années au Canada. Alors, vous pouvez voir, par exemple, Aziza, ça fait 5 ans qu'elle est là, elle a un diplôme de premier cycle en sciences économiques et elle travaille comme surveillante de dîner dans une cafétéria scolaire. Shirley, qui est psychologue, qui a un premier cycle de psychologie, elle prépare des paniers alimentaires dans une entreprise de dépannage alimentaire. Donc, vous pouvez voir que ça, c'est vraiment une très, très grande déqualification. C'est une chute très importante dans leur statut. Bon, pourquoi est-ce qu'il y a une déqualification? C'est important de mentionner, parce que là, je ne vais pas entrer dans le détail de la déqualification, mais il y a la non-reconnaissance des diplômes étrangers par les employeurs et par les autres professionnels, ainsi que parfois par les institutions d'enseignement. Il y a une non-reconnaissance de l'expérience étrangère. Vous savez que et une demande d'expérience canadienne ou québécoise, toujours, quand on veut embaucher quelqu'un. Les personnes ont moins de réseau professionnel puisqu'elles arrivent ici, elles n'ont pas encore de réseau, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de pratiques, de décisions, de comportements de la part de divers acteurs qui, finalement, vont créer une situation d'inégalité. Et moi, j'appelle ça la discrimination systémique. Donc, la discrimination systémique, c'est une situation d'inégalité cumulative. Donc, elle est cumulative dans le sens que comme j'ai dit, la déqualification, par exemple, avec le temps, ça désavantage encore plus les personnes. Elle est dynamique parce qu'elle change, elle change tout le temps. On ne peut pas penser qu'une fois qu'on a atteint l'égalité ou qu'une fois qu'on progresse dans le sens d'une moindre inégalité, que c'est un acquis. Je peux donner comme exemple, et je vais peut-être revenir là-dessus, la question, par exemple, des travailleurs étrangers temporaires, qualifiés temporaires. Bien, je pense que le fait que les gouvernements recourent massivement aujourd'hui aux travailleurs qualifiés temporaires, ou en tout cas, on entend tout le temps des entreprises qui vont les chercher, etc., fait que le désavantage des immigrants qui sont ici et qui sont qualifiés pour ces emplois augmente avec le temps au lieu de diminuer. Ce n'est pas une solution qui leur convient. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est une situation dynamique. On ne peut pas croire qu'à un moment donné, on a atteint l'égalité et ça va se maintenir. Ensuite, ça résulte de l'interaction de plusieurs choses, de plusieurs facteurs sur le marché du travail. On peut penser, par exemple, aux préjugés à l'égard des immigrants ou des immigrants de certaines régions,
des stéréotypes que certaines régions, ceux qui viennent de certaines régions sont meilleurs dans ce genre de travail et sont moins bons dans un autre genre de travail, et ainsi de suite. Et ça influence évidemment les comportements, les décisions des employeurs. Et ça peut avoir des effets préjudiciables sur les membres des groupes qui sont protégés par l'article 10 de la Charte des droits du Québec. Alors, maintenant, je reviens au sujet principal qui est le retour aux études, la réorientation et la requalification. Donc, la question est que, il y a plusieurs questions qui se posent à ce sujet. D'une part, ce qu'on constate, c'est que pourquoi ce sujet est intéressant pour plusieurs raisons. D'une part, on constate que les immigrés, d'abord, ils arrivent avec un bagage éducatif supérieur à celui de la population locale, la population non immigrée. Deuxièmement, ce que les recherches montrent, c'est que plus on est instruit, plus on a un niveau de scolarité élevé et plus on va étudier. Donc, le résultat, c'est que ces immigrés qui arrivent avec déjà des diplômes veulent encore plus étudier. Mais c'est ce qu'on constate. Par contre, ce qu'il y a, c'est que ce que plusieurs, en fait, ont en tête, c'est qu'on retourne étudier, puisqu'on n'est pas capable de trouver un emploi qui est à la hauteur de nos diplômes, de nos qualifications, parce que le diplôme étranger est mal vu, il est sous-évalué, il est écarté, etc. Alors, on va essayer d'avoir un diplôme québécois, en pensant qu'avec le diplôme québécois, on va pouvoir se requalifier. Et donc, les questions que je me suis posées sont les suivantes. Est-ce que le retour aux études est rentable? Donc, est-ce qu'il permet d'avoir un emploi qualifié? Vous avez l'air de douter. Non? Oui. Vous avez une illustration? Pardon? Est-ce que vous avez une illustration? Parce que je suis conseillère en emploi axé sur les régions, puis généralement, c'est juste que c'est sûr que quand nos clients ils retournent aux études, ça veut dire qu'ils ont plus de chances aussi d'obtenir un emploi. C'est pour ça que j'hésitais un peu. C'est ça. On va voir les statistiques. Donc, en fait, ça correspond un peu en partie à ce qui arrive. Ensuite, est-ce que quand ils trouvent... est-ce que les études qu'ils vont faire correspondent au niveau de qualification initiale ou bien ils vont baisser leurs attentes et choisir des études d'un niveau inférieur? Ça, c'est une autre question. Et puis, est-ce que la discrimination systémique est toujours présente? Parce que si la discrimination systémique qui a entraîné la déqualification est propre juste à la déqualification, bien, on ne la retrouvera pas dans la réorientation. Mais si elle est présente toujours, il se peut qu'on la retrouve dans le processus de réorientation et de requalification. Donc, ce qui est important et ce que j'ai trouvé qui était utile d'utiliser, c'est la notion de trajectoire. C'est-à-dire de ne pas étudier à un moment donné ce qu'un immigrant va faire en termes d'études et puis s'arrêter là, mais parce que chaque période, chaque décision va être affectée par ce qui s'est passé avant. Donc, quand on prend une décision pour retourner aux études, ça va dépendre aussi des conditions dans lesquelles on est arrivé comme immigrant, ainsi de suite. Et donc, il faut étudier comme quelque chose de continu. Alors, donc, c'est pour ça, excusez, ça c'est un peu décalé. Donc, je considère la trajectoire comme ayant 4 étapes. D'abord, la décision de retourner aux études. Qu'est-ce qui influence la décision de retourner aux études? Ensuite, le choix des études. Ça, c'est vraiment quelque chose de crucial. Il ne suffit pas d'aller chercher un diplôme québécois quel qu'il soit. Troisièmement, le déroulement de la formation. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ignore. En tout cas, les recherches ne se sont pas beaucoup penchées là-dessus. Et quatrièmement, l'accès à un emploi qui correspond au diplôme québécois qu'on a obtenu. Donc, je vais examiner chacune de ces... Alors, la méthodologie, c'est une étude de cas qui est multiple, enfin, dans une certaine mesure. Moi, j'ai un programme de recherche sur le sujet, donc plusieurs étudiantes ont fait leurs travaux là-dessus, donc je les mentionne là. Ensuite, j'ai participé aussi à une équipe FLQ-SC du Fonds de recherche du Québec, sur le même sujet, équipe qui était dirigée par, je pense, un professeur qui a déjà fait des conférences ici, Fassal Kanouté, qui est de sciences de l'éducation à l'Université de Montréal.
Et ça, c'était donc une étude plus quantitative. Moi, les études que j'ai dirigées étaient qualitatives. Et puis, il y a les sources secondaires, notamment Statistique Canada et l'Institut de la statistique du Québec. Et je dois dire que c'est vraiment difficile de trouver des données statistiques suffisamment parlantes, suffisamment détaillées avec l'Institut de la statistique du Québec ou Statistique Canada. Malgré l'intérêt et l'importance du sujet, il y a des données, mais elles sont un peu éparpillées. C'est tout un travail pour les chercher et elles sont très incomplètes. Notamment pour la question de formation, je n'ai pas trouvé de données récentes. Mais les études qui ont été faites, quand même, sont assez révélatrices. Donc, la méthodologie, en grande partie, ce sont des immigrants universitaires, donc des immigrants économiques. Donc, ce n'est pas des réfugiés ou d'autres types de statuts. La taille de la population pour les études qualitatives, c'était à peu près 80 personnes au total. Et pour l'étude quantitative, c'était à peu près 800-900. Alors, pour l'étude quantitative avec le fonds de recherche, ce sont des étudiants de diverses universités québécoises, mais ce sont des étudiants qui sont des immigrants reçus ou des citoyens canadiens. Donc, ce ne sont pas des étudiants, des personnes qui viennent avec le visa étudiant. Ce sont des personnes qui viennent comme immigrantes. Donc, il faut clarifier ça parce que leurs motivations sont certainement très différentes et leur situation également. Alors, la première étape, comme j'ai dit, c'est la décision de retourner aux études. Quels sont les facteurs qui déterminent la décision de retourner aux études? Bien, l'objectif est le plus souvent avoir un emploi plus rémunérateur que celui qu'on occupe en raison de la déqualification. Donc, mais par contre, il y a différents obstacles. Parmi les obstacles, il y a la question de la conciliation travail-famille pour les femmes immigrantes. Il y a également la maîtrise du français, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore eu l'occasion de suivre des cours de francisation. Donc, ça leur ferme les portes des universités ou des cégeps, en tout cas des études postsecondaires. Il y a les contraintes financières, bien sûr, parce que dans la mesure où ils sont obligés de travailler, et dans la mesure où cela devient difficile à concilier avec les horaires de la formation, les horaires des universités ou des cégeps. Et il y a la priorité aux conjoints immigrés, ça c'est pour les femmes, parce que ce qu'on constate, c'est que lorsque le couple immigre au Québec, il y a ce qu'on appelle la stratégie familiale de l'unité, la stratégie familiale du couple immigrant. Et ce qu'on constate le plus souvent, c'est que c'est le conjoint qui va avoir priorité pour faire ses études, pour chercher un emploi qui correspond à ses qualifications, etc., alors que la conjointe, elle, va très probablement prendre n'importe quel emploi pour subvenir aux besoins de la famille, et c'est pour ça qu'on constate une déqualification plus élevée chez les femmes que chez les hommes, à cause de ce facteur. Donc, dans la mesure où elle doit travailler et s'occuper de la famille, elle n'a pas la possibilité d'aller étudier. Donc, pour elle aussi, la décision de s'inscrire est tributaire de ça. Alors, j'ai beaucoup de témoignages et j'ai pensé que ça vous intéresserait de lire un peu les témoignages qui expliquent pourquoi certains sont retournés aux études. Alors, il y a une qui étudie à l'Université de Montréal et qui dit que voilà, elle était dans le domaine juridique, elle ne pouvait pas travailler ici comme éducatrice ni comme éducatrice enseignante. Et donc, elle travaillait dans des manufactures et elle était vraiment à bout. Donc, pour elle, c'était comme la seule voie de sortie, c'était d'aller étudier pour échapper à ce travail. D'autres aussi c'était pour aider leurs enfants d'aller à l'école, pour leur donner un modèle positif. Donc, vous voyez qu'il y a une multitude de raisons, mais la raison principale, c'était vraiment d'échapper à la déqualification. Alors, ça, je vous donne ici un tableau de la déqualification avant de retourner aux études. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est le nom d'emprunt, ensuite le pays d'origine, le diplôme obtenu à l'étranger, dans la troisième
la dernière expérience de travail avant de quitter leur pays d'origine et la dernière expérience de travail au Québec avant les études. Donc, c'est le reflet de la déqualification, si elle existait, et le niveau de déqualification. Alors, vous pouvez voir que la plupart ont une expérience de travail au Québec qui ne correspond pas à leur diplôme du pays d'origine, ni à leur travail du pays d'origine. Comme Gabriela, qui vient du Mexique, était généraliste en RH, ici elle est réceptionniste. Donc c'est une très forte déqualification. Donc ça, comme Rima, qui vient d'Algérie, qui était chirurgienne dentiste, ici elle travaille dans l'aide aux devoirs des enfants. Donc également c'est une très forte déqualification. Alors juste pour préciser, c'est quoi une forte, une moyenne ou pas de déqualification? Une forte déqualification, c'est comme passer d'un diplôme universitaire, avoir un diplôme universitaire, travailler dans un emploi qui n'exige aucun diplôme ou au plus un diplôme secondaire. Une déqualification moyenne, c'est plutôt avoir aussi un diplôme universitaire, mais travailler dans un emploi qui, quand même, disons, pourrait exiger un diplôme postsecondaire, un diplôme de niveau collégial, mais qui est quand même inférieur à celui qu'on détient. Comme quelqu'un peut avoir un doctorat puis travailler dans un emploi qui exige simplement un bac, c'est quand même une déqualification moyenne. Donc, vous pouvez voir, et ce n'était pas une sélection quand on a fait ces enquêtes, on n'a pas choisi, on n'a pas posé comme question, nous voulons uniquement, pour notre enquête, des personnes qui sont déqualifiées. On prenait au hasard des personnes simplement qui avaient un diplôme universitaire dans leur pays d'origine et qui sont arrivées ici et qui avaient un emploi ici, mais qui étaient aussi retournés aux études. Donc, mais quand même, on voit que c'est assez fréquent, comme on a vu dans les chiffres. Alors, aussi, il faut voir, et ça c'est intéressant, c'est que sur le plan personnel, le fait d'occuper un emploi déqualifié est assimilé à une régression tant professionnelle, c'est évident, que sociale aussi. Donc, ces personnes qui avaient un milieu social dans leur pays d'origine, qui étaient éduqués, qui étaient classe moyenne, donc arrivent ici, puis elles sont reléguées dans une classe pauvre, dans un milieu donc, où elles sont considérées comme très peu instruites, très peu valorisées, et sociales et de régression professionnelle. Donc ça, c'est important aussi, c'est un coût humain qui est important à prendre en compte. Ce n'est pas seulement le coût économique. Voilà. Donc, l'étape 2, maintenant je passe à l'étape 2, qui est le choix d'orientation. Est-ce que j'ai du temps ou... Oui, vous avez amplement le temps. Oui, d'accord. OK. D'accord. Donc, le choix d'orientation, et ça, c'est vraiment très important, parce que ce que j'ai pu constater dans les études, dans les enquêtes, c'est que ce choix, parfois, n'est pas bien fondé. C'est-à-dire, il y a des filières qui paraissent prestigieuses, avoir une maîtrise, par exemple, faire un diplôme universitaire de 2e ou 3e cycle, etc., peut paraître très attirant, et surtout pour contrer, par exemple, ce sentiment de régression. Par contre, si on n'a pas fait une étude de marché, même informelle, il se peut que ces filières qui sont très prestigieuses ne mènent nulle part. Et c'est ce que j'ai pu constater pour certaines personnes qui, malheureusement, se sont endettées, ont passé du temps aussi à faire des études, puis en bout de ligne, elles sont revenues un peu à l'emploi. Quand je vous ai montré tout à l'heure celle qui s'occupe de paniers alimentaires, là, de distribution de paniers alimentaires aux personnes qui sont dans le besoin. Bon, elle avait fait un diplôme en psychologie, de 1er cycle en psychologie ici, mais malgré ça, elle n'a pas réussi à trouver un travail, donc ça n'a pas beaucoup aidé, mais voilà. Donc, il y a une auteure qui a beaucoup travaillé là-dessus. Elle fait 3 catégories. Elle appelle ça recyclage, valeur ajoutée, nouveau départ. Recyclage, c'est faire des études, avoir un diplôme universitaire et faire des études, disons, de niveau cégep ou professionnel. Donc, un nouveau domaine non universitaire. Et ça,
selon cet auteur, puis ça a été corroboré aussi par les enquêtes, les femmes vont souvent aller faire ça. Donc, elles sont universitaires, mais elles vont aller choisir de faire un AEC, par exemple, ou un diplôme professionnel. Valeur ajoutée, c'est la formation d'appoint universitaire dans le domaine initial. Disons, les médecins qui peuvent aller faire des formations d'appoint pour pratiquer la médecine ici. Et ça, d'après cet auteur, c'est beaucoup le fait des personnes d'Europe occidentale, des hommes d'Europe occidentale. Et puis, il y a le Nouveau Départ, qui est une formation universitaire dans un nouveau domaine. Ça, c'est plus également des hommes, mais d'autres régions. Alors, c'est un peu reflété dans les chiffres aussi qu'on a eus. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une différence selon le genre et selon l'origine ethnique. Une différence selon le genre, comme j'ai dit, les femmes vont aller faire plus des études de post-secondaire, mais non universitaires, ou des études professionnelles. Et en ce qui concerne la ségrégation professionnelle, ce qu'on constate, c'est que les femmes, il y a une ségrégation professionnelle qui se reproduit. Disons que les femmes, parfois, qui viennent de pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, d'Amérique latine ou d'autres pays, sont entrées dans des domaines qui étaient à prédominance masculine dans leur pays d'origine ou d'Europe de l'Est. Souvent, ça va être des personnes d'Europe de l'Est. Donc, ils sont ingénieurs, en plus forte proportion que les femmes québécoises. Ou en tout cas, celles qui viennent sont souvent avec pas souvent, mais elles ont des diplômes qui sont dans des professions qu'on dit masculines. Or, quand elles arrivent ici, elles sont dirigées parfois par les orienteurs, par les ONG, par les Emploi Québec, etc., vers des professions féminines. Des professions féminines qui sont mal rémunérées et qui sont souvent précaires. Elles sont dirigées pas vers les professions elles-mêmes, vers une formation rapide et courte qui va leur permettre de les placer rapidement, mais elles vont se placer, j'ai entendu des médecins, des ingénieurs, etc., qui travaillent dans des usines de fabrication textile, qui travaillent comme aides éducatrices, ainsi de suite, alors qu'elles sont d'un niveau quand même très élevé du point de vue formation. Et ça, cette ségrégation professionnelle, c'est pour ça que dans l'étude que j'ai faite, j'ai appelé ça le mirage de l'égalité, parce que ces femmes viennent ici au Québec, avec le Québec et le champion, est un des champions en matière d'égalité des femmes au travail et dans la société en général, en se disant, bien, ici, nous allons être encore plus valorisés que dans notre pays d'origine. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'elles reculent de ce point de vue et qu'elles finissent dans des emplois qu'elles ont fui dans leur pays d'origine et elles deviennent captives dans ça. Donc, il faut être conscient de ce point. Donc, les institutions gouvernementales, comme je dis, Emploi Québec, les ONG, etc., ont un rôle à jouer dans cette situation. Et les institutions universitaires également, qui, évidemment, les inscriptions, je dis, il ne faut pas être, en tout cas, sceptique ou remettre en question le rôle des universités. Je suis universitaire moi-même et les universités jouent un rôle très important, mais la clientèle immigrante est quand même une source de revenus importante pour les universités. Donc, je n'ai pas étudié ça en profondeur, mais d'après ce que j'entends, il n'y a pas vraiment une discussion avec les personnes immigrantes pour savoir si vraiment ce qu'elles choisissent va les amener vers un emploi qui correspond à leurs souhaits, etc. Je pense que l'université continue à agir comme si la population étudiante était encore homogène, alors qu'elle a beaucoup changé.